Soupente, la station de Rapin, 100 fois, sans loi et sans pureté. L'émission à racaille du 21 avril 2020, mardi évidemment, qui sera consacrée aujourd'hui pour sa partie artistique à une rediffusion sur le groupe Cobra, que nous avons visité cette exposition sur le groupe Cobra au Mans, où on est allé pour voir les œuvres de Odon. Voilà. Et puis nous allons en même temps, après avoir écouté évidemment le groupe Noir Désir, le temps des cerises, essayer de porter un regard en marche sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toque. Et là on est pourvu, mais alors pour l'hiver. Voilà, et tout de suite, après tout ça, ma citation que ma camarade Piquet-Cou va vous dire, puisque moi je suis privé quasiment d'ordinateur. Voilà, alors c'est une référence à La peste d'Albert Camus. D'ailleurs, c'est un livre que ma petite copine Laurence vient de terminer. Elle a mis un peu de temps parce que je crois que ça lui foutait un blues pas possible. Et là, alors voilà une citation proposée. Oui, il se reposerait là-bas, pourquoi pas, ce serait aussi un prétexte à mémoire. Mais si c'était cela, gagner la partie, qu'il devait être dur de vivre seulement avec ce qu'on sait et ce dont on se souvient, et privé de ce qu'on espère. Oui, c'est ça, c'est sûr que privé d'espoir, ça semble difficile à vivre. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on vit en ce moment, où c'est difficile de se projeter, parce qu'il y a tellement d'inconnus, tellement plus d'entourloupe et de peu de confiance dans nos hommes politiques, qu'on est un peu effectivement dans cette espèce de néant, et tout ce qu'on peut lire sur des sociétés un peu comme ça, des dystopies, nous parle encore plus fort. Salut à tous, pour nous joindre, le mail darracaille@orange.fr ou le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96. Toc toc, ouvre-moi. Vous connaissez la suite? Ou le chasseur me tuera. Il en va ainsi des comptines et des contes de notre enfance, mais aujourd'hui, loin de l'enfance à ce qui semble, on y retourne pourtant. Avec cette fois-ci des monstres bien réels, dont un, aujourd'hui, qui se ramène son gros cul d'Asie. Fait pas peur aux chiards comme les salades de jadis, que des parents attentionnés nous lisaient le soir avant de roupiller. Non, 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 il y a comme qui dirait une inversion des rôles. Non pas que les lardons essayent de nous foutre la trouille à leur maman et papa, en blablatant des histoires à la mort-moi, non, même pas la peine. Un autre gros dégueulasse s'en charge pour eux, et c'est ce connard qui se trimballe depuis chez les bridés jusqu'ici. Personne n'a rien vu venir, et c'est ça qui fait magique, qui fait conte. Un truc qu'aiment pas les vioques, en prom, qu'il désingue à tout va, en second, et s'en prend à ceux que les familles aimantes ont remisés dans des maisons de vieux, qui se disent à cette heure des EHPAD. Un drôle de blase pour dire asile de vioque. Puis à la suite, tout ce qui bouge au-dessous 70 piges, hommes et femmes confondus, panique dans les chaumières, tandis que les gamins se prennent du bon temps en désertant les salles de classe. À eux, télé, jeux numériques, consoles et compagnie. Puis ils bouffent comme jamais, et dorment pas trop, et les parents sont au fourneau, au queue devant les boutiques, supérettes et supermarchés, masqués et gantés, avec la mâche de main obligatoire en se rentrant chez eux. Et pas question d'en sortir sur des prétextes futiles. Faut une attestation avec l'heure de sortie à présenter à toute réquisition de la HEC. Il y a de la joie, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Oui, il y a cette possibilité aussi, chanter ou siffler. Un retour aux menus plaisirs musicaux jadis, où ce que les rues bourdonnaient de chansons et de sifflements, qu'on pourrait presque dire merci au général Corona 19, qui n'a pas l'air ultra pressé de rappeler sa troupe de dévergondés mortifères
et qui sème le trouble dans les populations. Que de alors là, attendez, j'ai déjà eu du mal à l'écrire. Que de pusillanimité chez nos concitoyens. Ça y est, j'y suis arrivé dedans. Qui semble oublier les ravages de la peste et du choléra, et des cancers, et de l'alcool, et des accidents de bagnole, et des vraies guerres, avec des bombes sur la gueule, les grâces, les mines, et patati et patata, puis les famines. On y pense aux famines, et ces photos atroces de minots squelettiques qui crèvent couverts de mouches. Et rien qu'une petite pandémie de nos deux, qui nous bunkérise, certes, qui nous prépare un état policier permanent, certes, qui va faire de la reconnaissance sociale un incontournable de notre liberté individuelle chérie. Certes, certes, certes. Petite pète bain, un président a dit. La vraie de vraie marade, les amanches. Alors, vous vous sentez prêts? Plus ou moins prêts? Pas prêts du tout? Toc toc, ouvre-moi, ou la chair se remontira. Lapin, lapin, entrez bien. À deux, on se tiendra chaud. Ouais, alors on peut préciser que on n'avait pas du tout, on n'a pas travaillé sur les déclarations d'Édouard Philippe d'hier, parce que simplement moi je boycotte tout ce qui est info en temps réel pour préserver ma santé mentale. Donc je n'écoute pas et on pioche après les infos quand on veut, comme on veut. Et apparemment, il aurait parlé 2 heures pour ne pas dire grand-chose. En clair, que l'après 11 mai ne sera pas comme l'avant 16 mars. Bon, 2 heures pour ça, c'est à voir ce qu'il raconte. Et on sait très bien que les déclarations d'aujourd'hui sont pas forcément validées pour après. Hein, parce qu'on attend toujours les masques qui devaient arriver la semaine du 18 mai, qui devaient être là et qui seront là, on ne sait pas quand, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors moi j'ai une citation, je vais parler de l'hôpital, et l'hôpital public, hein, c'est pas une grande, c'est pas un super scoop, mais bon, voilà. Et une petite citation de Pierre Dac, parce que j'aime beaucoup quand même l'humour de Pierre Dac, je sais que la petite Laurence aussi d'ailleurs. Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les 2 principes majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir. il y a une justesse dans les citations de Pierre Dac qui est assez impressionnante. Alors ce que je vais vous raconter, en fait, je l'ai pris sur le site du NPA Santé Sociale Sécu, et c'était suite à un entretien que j'ai entendu de Monique Pinson-Charlot, qui était interviewée par Daniel Mermet, et qui a fait référence à un article de Mediapart par Laurent Maudoui, justement sur ce qui est en train de se profiler sur la suite de l'hôpital public. Voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant. Moi, je ne suis pas abonnée à Mediapart, donc je n'ai pas eu l'article. Mais enfin, sur le site du NPA, visiblement, ils remettent bien un petit peu tout ce qui a été dit. Et même si ce n'est encore qu'une ébauche, ce document révélé par Mediapart et Laurent Maudoui, sur le plan que la Caisse des dépôts et consignations est en train d'élaborer à la demande d'Emmanuel Macron, va totalement à rebours de ses déclarations. J'y crois pas. Rappelons-nous son allocution. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, pour notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Voilà, donc là, ce document, par contre, expose une série de propositions qui s'inscrivent toutes dans la philosophie néolibérale qu'Emmanuel Macron a toujours défendue par le passé. Privatisation rampante au travers de sulfureux partenariats public-privé, c'est ce qu'on appelle ces PPP, marchandisation accélérée de la santé. Donc voilà un plan qui tourne bien le dos aux valeurs de l'État-providence. À savoir, ce plan est élaboré par la direction de l'investissement de la Banque des Territoires, laquelle est chapeautée par la Caisse des dépôts et consignations. Et selon les informations du NPA, ce travail de réflexion a été engagé sur une commande de l'Élysée, sans savoir si la présidence de la République avait sollicité d'autres services de l'État ou d'autres organismes. La note, qui est encore qu'une mouture provisoire, a été écrite par 2 hauts fonctionnaires de la CDC. Les professeurs de médecine, les économistes, les sociologues, toutes les personnes qui ont été interrogées ne voient là-dedans aucun enseignement tiré de la crise sanitaire actuelle, mais plutôt une accélération sur la privatisation donc, et la marchandisation de la santé.
à savoir qu'il est aussi fait mention du rôle de 700 start-up, par exemple, qui sont naturellement privées. Et dans une note en bas de page, il est fait l'éloge de nombreux assureurs privés qui soutiennent l'Alliance digitale pour le Covid-29, laquelle est composée par exemple de Doca Post, la start-up lilloise Kelindi, l'agence Dernier Cri, Alliance France, le cabinet d'avocats de Gaulle Fleurance et Associés, et la note ajoute, le consortium est soutenu par AG2R La Mondiale, AstraZeneca, CompuGroupe Médical, Johnson & Johnson, la Banque Postale Assurance, Malakoff Humaniste, une plateforme de téléconsultation Mes Docteurs et le groupe VYV. Interrogé également par Mediapart, le professeur André Grimaldi, qui est fondateur du collectif Interhôpitaux, juge donc très sévèrement cette note et il souligne en particulier qu'elle présente bien sûr le vice majeur de mettre sur un pied d'égalité l'hôpital public et d'autres établissements, dont les établissements privés de santé à but non lucratif. C'est ce qu'on appelle des ESPIC, qui même s'ils sont détenus par des mutuelles et des fondations, sont régis par d'autres règles, notamment celle de la concurrence, ce qui leur permet d'embaucher les soignants sous des contrats individuels, de faire leur mercato pour débaucher des professeurs de renom avec des rémunérations afférentes. Cette mise au pied d'égalité de ces établissements a selon lui pour effet d'effacer la frontière entre public et privé et s'inscrit donc dans cette logique de marchandisation. Jean-Paul Domain, qui est professeur de Sciences Éco à l'Université de Reims, qui est membre des économistes atterrés, soulève également une question de méthode. N'y a-t-il pas un évident conflit d'intérêts à demander un rapport à la Caisse des dépôts sur l'hospitalisation? La Caisse des dépôts, via une de ses filiales qui s'appelle ICAD Santé, est un acteur majeur de l'hospitalisation privée lucrative. ICAD Santé est détenu à hauteur de 38,8% par la CDC et à 20% environ par Predica. Voilà, et savoir qu'ICAD s'est spécialisé sur le marché de l'immobilier sanitaire, qu'elle possède un portefeuille de 135 établissements de santé, valorisé à hauteur de 5,5 milliards d'euros, et qui est déjà partenaire de grandes marques reconnues, ainsi que groupes régionaux. ICAD souhaite également investir sur le marché des EHPAD et annonce un partenariat avec le groupe Corian. Corian, c'est les maisons, les EHPAD qu'on voit un peu partout, où il y avait déjà eu des gros problèmes sur les conditions de vie des soignants qui travaillent là-bas. Donc c'est au nom de l'urgence, de l'efficacité que le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin avait autorisé les hôpitaux à recourir massivement aux contrats de partenariat public-privé. Là, je reviens un peu sur ces PPP. Une formule alors vivement recommandée par Bercy, à savoir nommé directeur des affaires juridiques du ministère des Finances, à l'époque Jérôme Grandesnon, qui était un ancien directeur des affaires juridiques de la ville de Paris du temps de Chirac, un grand connaisseur des financements politiques, s'était empressé dès son arrivée au ministère de dégager tous les obstacles de droit pour favoriser ce développement des partenariats publics-privés. Donc déjà utilisé par le ministère de la Justice pour la rénovation des prisons et des palais de justice, les partenariats publics-privés sont alors apparus au gouvernement Raffarin comme l'outil idéal pour mettre en œuvre son grand plan de modernisation de l'hôpital, ce qu'on avait appelé le plan Hôpital 2007. François Fillon, qui était alors ministre des Affaires sociales et de la Santé, avait aussi lancé un grand projet de SAP de la sécurité sociale. L'hôpital se devait de devenir une entreprise avec cette tarification à l'acte qui avait été introduite et les directeurs d'hôpitaux étaient considérés comme des dirigeants dispensés de tout contrôle. Mais il fallait poursuivre cette démarche, il fallait réorganiser la carte hospitalière, organiser des regroupements, supprimer des lits, des structures hospitalières, rénover, voire construire de nouveaux établissements. Et pour pouvoir mener à bien cette grande transformation, il fallait de l'argent. Donc plutôt que de solliciter les moyens de l'État, ce partenariat public-privé était, selon le gouvernement Raffarin et ses successeurs, la solution. Les projets de modernisation hospitalisés seraient portés par le privé. Ils pourraient être menés à bien sans alourdir la tête de l'État, puisque l'endettement était placé hors bilan, donc n'apparaissait pas dans ces fameux calculs d'endettement imposés par le traité de Maastricht. Donc dans ces partenariats-là, en fait, les privés construisent les hôpitaux, les prisons, et c'est l'État qui paye des loyers. Sauf qu'effectivement, je ne sais plus quel hôpital qui avait été construit, par Eiffage, je crois, arrivait à payer, au départ ça devait être 31 millions d'euros à l'année, et en fait on arrivait à 52 millions. C'est des sommes en plus faramineuses. Donc voilà ce qui quand même est sous-jacent en ce moment derrière cette crise sanitaire, quoi. Bah merci Dominique. Alors là, moi j'étais déjà pas en forme, mais alors là je veux dire, je flirte avec une idée de suicide immédiat.
Non mais franchement, c'est à dégueuler ces histoires, mais à dégueuler. Ouais. Alors l'article du NPR, je pense qu'il est très structuré. Hein. Là, c'est déjà un petit peu long, j'en ai pris qu'une partie, parce qu'après il développe encore point par point. Donc je mettrai en entier sur le blog de l'émission. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça me paraît une très très bonne analyse, quoi. Et effectivement, on avait déjà dénoncé ces partenariats. D'ailleurs, la Cour des comptes, en 2014, avait un peu rappelé à l'ordre le gouvernement sur ces partenariats publics-privés. Mais bon, c'est un rappel à l'ordre et finalement, on est toujours dedans et de plus en plus, quoi. Oui, alors, comme il faut boucher les oreilles ou fermer les yeux quand vous voyez apparaître ces gugus sur des écrans de télévision, ou à les écouter sur des postes de radio, ou à les lire sur des journaux collabos du pouvoir, parce que vraiment, tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils veulent nous faire croire, ce sont des bobards, ce sont des mensonges, c'est presque... Voilà, ça serait passible de la cour de... je ne sais plus quelle cour, enfin bon, une cour de justice de la République pour haute trahison du peuple, voilà, c'est ça. Ils se foutent, mais carrément de la gueule des gens. Avec comment dirais-je, sur des problèmes qui concernent vraiment tout le monde, la santé de tous les gens de ce pays, voilà, ils en balancent complètement, ils n'ont qu'une hâte, c'est se débarrasser de tous ces hôpitaux publics, de toutes ces charges, mais pour les consacrer à quoi? Le pognon, ils vont le mettre où? Le pognon qu'ils vont économiser? Ça, je ne sais pas, dans la poche encore d'autres copains coquins, voilà, on suppose, enfin on est même probablement dans la vérité, quand on dénonce, quand un camarade vous fait cette lecture assez, comment dirais-je, enrichissante, si on peut dire ça. Voilà, mais c'est un bon rappel à l'ordre, c'est un bon rappel à la vérité, parce que pour nous endormir, ils sont très forts. Hein, c'est les vrais charmeurs de serpents. Là, ils pourraient aller aux Indes, là, faire de la concurrence aux fakirs. Non, mais franchement, moi, ça me... tu devrais pas me raconter des trucs comme ça sans me prévenir avant. Mais c'est un presse-papier, c'est pas les comptes, on n'est plus dans les comptes. Toi, t'as parlé de comptes, on est dans un presse-papier. Ouais. Ouais. Non, et moi j'ai pris des nouvelles de notre toubib Marie-Pierre, parce que justement, je savais pas trop ce qu'elle devait. Et donc, elle nous a fait suivre un petit mail, justement, d'un aide-soignant, enfin d'un soignant même, qui témoigne justement de tout ça, de tout ce sacrifice de l'hôpital public. Et c'est un petit mail enrichissant et qui revient aussi justement sur cette tarification, cette rémunération à l'acte qu'on appelle T2A, hein, depuis 2004, où en fait il faut faire des actes pour ramener de l'argent, quoi. Ouais, non, ouais. Ça veut dire choisir des patients, choisir des pathologies, voilà, c'est quand même ça. C'est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire quand on se prétend service public, parce que l'hôpital républicain, voulu par probablement encore par tout ce fameux conseil de la résistance avec la Sécu, tous ces machins-là, c'est pour passer au service de tous, et en particulier les plus démunis. Il faut que les plus démunis et ceux qui ont de quoi soient sur le même pied d'égalité. Voilà, c'est ça qui est terrifiant. C'est de voir avec quelle désinvolture, avec quel cynisme ces gens de pouvoir nous manipulent. Voilà, c'est quelque chose, pour moi en tout cas, pour quelqu'un de ma génération, on en a vu déjà pas mal, hein, mais alors là, je crois qu'on est vraiment dans une espèce de temps où tout est super pourri. Avant, c'était pourri, mais maintenant, c'est super pourri. Et l'étape d'après, c'est super pourri, jusqu'à temps que tout se casse la gueule, et c'est le chemin que ces gens-là nous invitent à suivre. Ouais, alors on peut rappeler qu'effectivement on applaudit à 20h un peu partout. C'est quand même, moi je trouve que c'est un moment
sympathique et qui scinde, enfin qui regroupe quand même, qui lie un peu quand même les gens. Mais effectivement, ça a été plus ou moins contesté. Moi, quand j'ai demandé à des médecins, contesté par qui? Contesté parce qu'en fait les gens applaudissent, mais on a dit aussi que finalement, quand il y a eu les grèves des soignants et tout, ces gens-là, les gens qui applaudissent, certains n'étaient pas dans les manifs et soutenaient pas assez le personnel soignant, quoi. Donc en fait, l'idée c'est de continuer à les soutenir. S'il y a des nouvelles, si un jour on peut à nouveau manifester, c'est de ne pas s'arrêter à applaudir à 20h à ces fenêtres. Et les retours que j'ai eu moi de gens qui travaillaient, qui étaient dans le personnel médicaux, en fait, aiment bien. Enfin, trouvent que c'est quand même agréable d'avoir ces applaudissements, que c'est quand même un retour sur leur travail, leurs conditions de travail. Et, voilà. Oui, mais ça me fait penser curieusement à ce que tu viens d'évoquer à propos des promesses du gouvernement. Si tu veux, voilà, on applaudit, c'est bon, c'est sympathique, mais est-ce que c'est quelque chose qui sera pérenne? Voilà, voilà, c'est la grosse question, le gros doute, c'est qu'après tout ça, après des mois d'applaudissements, qu'est-ce qui va se passer quant à la prochaine manif des soignants? Parce que de la manière dont c'est parti, dont tu nous le racontes, en tout cas avec les documents sérieux, il y aura encore des manifs d'hospitaliers, d'aides-soignants, de médecins, d'infirmières, etc. Et il y aura encore des CRS qui leur taperont sur la gueule, ou des gardes républicains, ou des gendarmes. Enfin bref, la police, les forces de l'ordre sortiront une fois de plus les matraques, les gaz lacrymogènes, les grenades de désencerclement, etc., etc. Voilà, comme ça s'est fait à toutes les manifs de soignants, qui ne réclamaient pratiquement rien pour eux, mais surtout pour leur outil de travail, voilà, qui se dégrade depuis des années par manque de moyens qui sont enlevés aux hôpitaux publics, voilà. Ben bien sûr, ouais, tout à fait. Alors, la prochaine manif de soignants, quand ils seront tapés sur la gueule par les forces de l'ordre, on espère que tous les applaudisseurs seront là avec eux pour les soutenir. Elles se battent pour les autres. Ils se battent pour les autres. Elles se dévouent pour les autres. Ils se dévouent pour les autres. Pour leur honneur et pour le nôtre. Voilà enfin venu le jour où on les applaudit. Aux petits soins, aux grands secours, elles protègent la vie. Soigner les gens, petits ou grands, elles en ont fait le serment. Depuis 10 jours, depuis 1000 ans, depuis l'aube des temps. En pleine nuit, le souffle court sur la corde raide. Elles s'oublient, elles accourent quand quelqu'un crie à l'aide. Et quand elles n'auront plus d'elles, qui viendra les sauver? Qui se dévouera pour elles comme elles l'ont toujours fait? Elles se battent pour les autres. Ils se battent pour les autres. Elles se dévouent pour les autres. Ils se dévouent pour les autres. Pour leur honneur et pour le nôtre. On les aime, on les admire, mais voilà qu'elles réclament qu'on les aide à nous guérir, et soudain c'est le drame. Des masques et des gants pour faire face, demande-t-elle la lune? En première ligne et sans défense, au comble d'infortune. Rendons-nous compte, c'est une honte, comme on les expose. On les essore un peu plus fort, jusqu'à l'overdose. Et quand l'une d'elles un jour se plaint, le président réplique: il n'y a plus de moyens pour l'hôpital public. Elles se battent pour les autres. Ils se battent pour les autres. Elles se dévouent pour les autres. Ils se dévouent pour les autres. Pour leur honneur et pour leur... Alors pourquoi il y a encore moins de 2% cette année par rapport au taux d'activité qui augmente de 4%? On diminue les budgets. Non, on les diminue, je suis désolée, ça vient d'être publié les chiffres de Madame Buzyn. Les chiffres sont baissés. Et en tout cas, au quotidien, il y a des fermetures de lits dans les services. Des fermetures de services faute de personnel. On a besoin de moyens, on a besoin de personnel. Il y aura un jour d'après, il y aura demain. On y sera, nous sommes prêts, et de nos propres mains, nous bâtirons ce monde où règne l'entraide et le secours.
où celles qui soignent et qui enseignent recevront chaque jour la protection qui leur est due, notre reconnaissance. Que leur vocation ne soit plus la cause de leur souffrance. Au crépuscule d'avril, qu'enfin les choses changent, que l'on ne mette plus en péril la santé de nos anges. Elles se battent pour les autres, ils se battent pour les autres. Elles se dévouent pour les autres, ils se dévouent pour les autres, pour leur honneur et pour le nôtre. Elles se dévouent pour les autres, pour leur honneur et pour le nôtre. Voilà, pour les autres, HK et les Saltimbanques, c'est un tout nouveau CD qui vient de sortir.